Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette première rencontre autour de ce titre que, comme vous voyez, ces voix interrogatives et exclamatives. Ça va pas. Ça va pas. En interrogation, c'est une sorte d'invitation à prendre le temps d'être à l'écoute sensible de l'autre, à prendre les soins d'accompagner par un mot, par un silence, un accablement, une mélancolie, une détresse. Ça va pas. Ça va pas, en exclamation, c'est les cris du désespoir, de la rage contre tous les silences, les ça suffit, d'un soulèvement individuel ou un soulèvement collectif. En fait, tout est question de ponctuation. Entre l'interrogation et l'exclamation circulent à intensité variable les soins et la rage, l'écoute et la parole, la résilience et la résistance. Enfin, toutes les déclinations de cette « ça va pas ». Et une école d'art, heureusement, est souvent face à face à l'interrogation et à l'exclamation. Cependant, j'ai le sentiment cette année d'être confrontée à une véritable nécessité d'échanger les questions et de considérer plus que jamais la vacuité de certaines réponses. C'est pour cette raison que l'École nationale supérieure de la photographie a imaginé une série de rencontres qui mettent en dialogue la parole et la pratique artistique. Des artistes, des philosophes, des historiennes, des historiens, des scientifiques seront conviés pendant cette année 2020-2021 à échanger soit dans l'auditorium de l'école, soit, comme c'est le cas aujourd'hui, en virtuel via visioconférence. Et pour cela faire, nous avons demandé à Marta Ponsa, qui est ici, historienne de l'art et commissaire d'exposition, responsable des projets artistiques à la Galerie nationale du jeu de paume à Paris. Et je rappelle que sa dernière exposition a été le supermarché des images qui était en février 2020 et qui a été fermé pour le confinement, mais je pense que peut-être quelqu'un de vous a eu l'occasion de la visiter, et cette exposition a été co-commissariée avec Marta, Peter Sandy et Emmanuel Aloa. Alors, j'ai dit qu'on a demandé à Marta Ponsa de proposer un programme de conversation à duo, c'est-à-dire entre une artiste, toujours une artiste, une ou un artiste, et une ou un penseur, un philosophe, un historien, un chercheur, etc. Je vais finir ici. Je vous souhaite une très bonne séance. Surtout, n'hésitez pas, même si on est en virtuel, à poser des questions. Elles sont toutes bienvenues et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais. Je vais passer la parole à Marta Ponsa qui va vous introduire les conversations, cette première conversation, d'abord le cycle de conférences et la première conversation avec nos deux invités d'aujourd'hui, desquels je suis très, très ravie de les avoir mis ensemble. Marie-Josée Monzan, à qui je connais depuis certaines années, depuis que je suis en France, et Aranda Maroufi, artistes. Ils vont dialoguer, ils vont échanger, et ils vont échanger aussi, surtout, avec nous, j'espère. Merci beaucoup. Et Marta, je te passe la parole. J'ai oublié de dire que Marta, elle est aussi de Barcelone, comme moi, alors on enchaîne des accents. Bonsoir, merci beaucoup Marta. Bonsoir à toutes et à tous, et un grand merci Marta pour m'avoir invitée et pour nos riches et intéressants échanges pendant ces derniers mois autour de ces séminaires. Un grand merci à Sarah Lebrock et à toute l'équipe de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles pour l'organisation et la mise en place technique de ces rencontres qui commencent en ligne, mais que peut-être d'ici à la fin du séminaire, on pourra se rencontrer physiquement à Arles. Ce séminaire est né d'un besoin de débattre sur les moments actuels qui nous obligent à faire face à des problématiques environnementales, énergétiques, médicales, éducatives, économiques et tout spécialement sociales. Nous sommes partagés entre les distances qui nous sont imposées et le désir de se connecter aux autres, aux vivants et à la nature. Je constate que nous ressentons un grand besoin d'échanger
sur justement ces changements en cours que la pandémie n'a fait qu'accélérer et souligner. Face à cette réalité, nous réagissons de manière diverse, de la résistance ou la résilience, au négationnisme, la colère ou la peur. Nous ne possédons pas de modèle à suivre, et heureusement, et il n'y a pas une solution toute faite, ni discipline ni connaissance scientifique qui nous propose une solution globale. Dans ces contextes, la mutualisation des savoirs, l'échange et les processus deviennent essentiels. Les milieux fluides et instables où nous habitons nous incitent à repenser nos relations avec l'environnement naturel et entre nous pour trouver de nouvelles façons respectueuses et non hiérarchiques de coexister. En partant de cette hypothèse, nous avons invité des spécialistes de la politique, la philosophie, l'histoire, la science ou la sociologie pour nous intéresser aux nouvelles formes que la recherche et la pratique artistique donnent à l'exploration de ces sujets. Comme le disait Martha, chaque séance présentera des projets artistiques, des séries de photographies, des films, des vidéos ou des projets en ligne afin de créer un dialogue avec les thématiques évoquées, de les compléter ou de les articuler entre elles. Les invités vont parler de l'éducation et des savoirs, de la décolonisation des territoires et des corps, de la question des genres et des corps dissidents, des relations entre les vivants, l'humanité et aussi les mondes végétal, animal et micro-organismes microscopiques. Nous avons organisé ainsi 6 séances, 6 jeudis soirs, de novembre à mai. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 28 janvier. La séance d'aujourd'hui, qui ouvre le cycle, s'intitule « L'hospitalité de l'image » et nous invite à interroger les rôles des images dans la notion d'accueil. Nos origines, genre, posture, déterminent la façon d'être perçus et accueillis dans les espaces publics. Nous pouvons devenir invisibles ou bien provoquer des réactions inattendues. Les espaces publics peuvent être des lieux d'hébergement, tout comme des espaces de rencontre. Mais comment sommes-nous accueillis par ces espaces? D'une part, et d'autre part, comment les images nous parlent d'hospitalité et d'inhospitalité? Ne sont-elles que l'illustration d'un regard critique ou peuvent-elles être le début d'un agir, d'une action? La structure de la séance sera la suivante. Nous commencerons par l'intervention de Marie-Josée Monzan, qui exposera son point de vue sous la forme d'une conférence, puis Randa Maroufi présentera une sélection de ses travaux en rapport avec la thématique, tout en développant les propos qui l'ont porté à leur réalisation. Enfin, nous aurons un temps d'échange entre nous et vous, je l'espère. Vous pourrez les faire à travers les Zooms que nous sommes en train de partager, en demandant la parole ou en écrivant vos questions dans les chats, dans les commentaires. Et Sarah et Lucille vont les transmettre aux intervenantes. Je pense que les commentaires de YouTube sont aussi activés, donc vous pourrez aussi écrire vos questions sur YouTube et on les transmettra, on les lira. Je vais présenter rapidement les intervenantes avant de leur passer la parole. Les choix de la thématique d'ouverture m'a été suggéré par la première de nos invités, la philosophe Marie-Josée Monzan. J'avais pris contact avec elle pour lui proposer de traiter du sujet de l'immigration, des frontières qu'on impose au corps. Elle a souhaité décanter sa réflexion vers l'hospitalité et l'inhospitalité et ses représentations, tout spécialement dans les espaces publics. Un sujet qui a désormais, mais qui a depuis un bon moment une grande importance, tenant compte des événements actuels, notamment ici à côté. J'habite pas très loin de la place de la République, mais pas que. Je vais introduire brièvement Marie-Josée Monzan avant de lui passer la parole. Elle est philosophe et spécialiste de l'art et des images, directrice des recherches émérite au CNRS. Elle a dispensé régulièrement des séminaires, des formations dans les domaines des médias, de la critique cinématographique et de l'éducation à l'image. En 2015, elle a co-dirigé le séminaire Cinéma et contre-pouvoir au Jeu de Paume
qui traitait de la place stratégique du cinéma pour questionner les possibilités de transformation de notre monde. Elle est auteure de nombreux ouvrages et articles dans des revues nationales et internationales, portant sur les différents régimes de l'image, l'iconoclasme depuis la période byzantine, la nature du regard, la manière de dire ce que l'on voit et de faire voir. Elle s'interroge aussi sur la violence des images et sur leur pouvoir. Confiscation des mots, des images et du temps, publié par Les Liens qui libèrent en 2017, et K comme colonie, Kafka et la décolonisation de l'imaginaire, publié par La Fabrique cette même année, en 2020, sont ses dernières publications. Pour faire une transition avec la thématique de cette séance, je souhaiterais ajouter que Marie-Josée est membre du conseil d'administration de l'association Les Pérous, qui expérimente des tactiques urbaines afin de fabriquer l'hospitalité tout contre la ville hostile. Un de ces projets est de faire retenir les gestes, les actes, les formes d'hospitalité qui s'affirment aujourd'hui à travers la constitution d'une archive de témoignages d'hospitalité contemporaine, un archive qui circule, qui se montre de façon itinérante et accessible. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir accepté de participer à ce séminaire et surtout à cette séance d'ouverture. Et je vais te passer la parole. Bonsoir. Merci Martha Gilly, merci Martha Ponsa de cette hospitalité, de cet accueil dans ce moment de réflexion. Vous avez dit, ou tu as dit que j'allais faire une conférence. C'est pas tout à fait ce que je vais faire, et pour cause, d'abord parce que le calibre qui m'est donné n'est pas celui de la conférence, et puis surtout parce que c'est en collaboration avec Randa Maroufi, c'est-à-dire en rencontre avec son travail, avec elle, avec son travail, avec son œuvre, que la question de l'hospitalité, que je vais traiter de la question d'hospitalité en dialogue avec elle et sur son œuvre. Partant de ça va pas, je voulais dire que j'ai pensé tout de suite à cette réplique de Groucho Marx, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un film où il disait, une dame lui disait « How do you do ?» Comment ça va? Et il répond « How do I do what ?» Qu'est-ce que je fais? Comme si, en demandant comment ça va, on lui demandait de dire quel type d'action, comme tu viens de l'évoquer, quel type d'action entraîne la question. Hein? Comment allez-vous, étant entendu, comment, how do you do, comment vous le faites? Qu'est-ce que vous faites pour aller? Et je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire des gestes, des actions qu'entraînent ou au contraire qu'empêchent les régimes d'hospitalité et d'inhospitalité qui sont devenus maintenant, jour après jour, le pain quotidien de nos révoltes, de nos étonnements et du scandale. Donc, nous avions réfléchi à avec qui dialoguer, avec quelle œuvre convoquer. J'ai déjà rencontré Randa Maroufi au MUSEM, à l'époque où elle était pensionnaire à la Villa Velasquez, et elle me l'a rappelé, et j'en suis très contente. Et puis on s'est mis d'accord pour se retrouver autour de son travail. De son travail de photographe peut-être, de performante plutôt peut-être, de cinéaste peut-être, c'est-à-dire il y a une grande hybridation, une grande variation et variété de gestes à l'intérieur des images et des choses qu'elle met en scène, qu'elle produit, qu'elle fait voir, qu'elle donne à voir. En regardant de très nombreuses fois pour me préparer à cette rencontre avec une grande attention sur les œuvres de Randa et sur cette question de l'accueil, de l'hospitalité, et savoir ce qu'elle faisait voir en accueillant des corps et en créant des situations pour ces corps.
je me suis mise à penser non plus en termes de photos ou de cinéma, mais en termes de tableaux et de théâtre. Un certain nombre, d'ailleurs, le choix qu'elle fait de travailler avec des images fixes, tout d'un coup, de fixer les choses, puis de tourner autour et de les fixer, j'ai souvent pensé à la façon dont Edward Hopper, aussi, par exemple, dans Les Intruses, c'est très net, on dirait une sorte de picturalité comme chez Edward Hopper. Est-ce que la photo peut opérer comme une radiographie, pas simplement une photographie, mais une radiographie d'une société et la façon de faire voir à travers, comme ça, un arrêt sur l'image, quelque chose qui se joue au niveau de la structure même de toute une société, de ses douleurs, de ses espoirs, de ses scandales. Je pensais à cette picturalité de son travail, mais aussi à la théâtralité de son travail, c'est-à-dire créer la scène, mettre en scène, faire jouer des acteurs, en jouant à la fois sur l'improvisation et sur la répétition, sur la préparation, sur la scénarisation. Donc, le travail de Randa m'a beaucoup inspiré sur cette question de l'hospitalité. Et en regardant un nombre, comme je le disais, un assez grand nombre de fois son travail pour bien saisir ce qui pouvait s'y jouer, j'avais envie de lui proposer une lecture et de vous proposer une lecture de la question de l'hospitalité sous la forme de 3 types d'hospitalité, provisoirement, par commodité, par méthode aussi. 3 types d'hospitalité. Je pense en premier à l'œuvre qui s'appelle Le Parc et qui est consacrée aux garçons, je ne dis pas aux hommes, à des garçons, et Les Intruses qui sont consacrées plutôt à des filles. Je ne dis pas des femmes, des filles. Le premier type d'hospitalité dans Le Parc avec les garçons, c'est à Casablanca, où Randa saisit des groupes de jeunes gens, un groupe de jeunes gens, dans ce que j'appelle une zone réelle qui est un parc de Casablanca. Donc il y a une façon de mettre en scène, de saisir et de montrer, d'accueillir dans une zone réelle plutôt hybride, un peu inaccueillante, d'accueillir le rêve d'un groupe, le rêve de jeunes gens, leur rêve, ce que j'ai appelé un peu dans mes notes en regardant cette vidéo, un narcissisme désespéré. Le narcissisme est souvent jouissif, on le pense comme ça, hein, le plaisir de l'envie, le désir de se voir, le plaisir de se voir, le plaisir d'être vu, le plaisir de l'ostentation, de l'exhibition, de la reconnaissance, et en même temps quelque chose au milieu des ruines, dans un lieu précaire, de grande précarité. Et donc il s'agit d'accueillir un phénomène, je dirais, planétaire, à savoir que toute une génération utilise les téléphones portables, Internet, les réseaux sociaux pour sortir de l'invisibilité, pas seulement, pour créer une sorte de narcissisme factice qui, à travers la caméra de Randa tourne autour, comme si justement elle opérait une sorte de danse à la fois discrète, respectueuse et attentive, presque tendre, sur ce désespoir et cette pauvreté et des images et de la situation et du lieu et des personnes. Cette façon de les accueillir est un régime d'hospitalité qui se charge avec beaucoup d'honnêteté, je dirais presque d'humilité, avec un talent technique évident, mais quand même une humilité face à ce que j'appelle des zonards en zone réelle. C'est d'ailleurs que c'est vraiment le régime quasiment documentaire qui se joue là
dans ce film, avec les garçons, avec les mecs. Et puis, il y a un deuxième type d'hospitalité qu'elle a organisé qui m'intéresse beaucoup, c'est avec les nanas, avec les filles, avec les intruses. Je dis les nanas, les filles, pour dire, ça c'est toujours aussi sur une génération de personnes jeunes. Sont des films, les intruses sont filmées, sont plutôt photographiées à Bruxelles et à Paris, je crois, avec Barbès, donc dans des capitales européennes, où les rapports entre hommes et femmes sont ce que nous savons, nous autres femmes, et ce que savent toutes ces jeunes personnes qui sont dans la précarité, mais qui vivent la domination masculine, la violence masculine. Et je sais qu'avec le confinement, on est appelé à en parler. Et là, au contraire, on a un autre type d'hospitalité de l'image qui, justement, crée une zone fictive. On n'est plus dans une zone réelle. On filme dans une zone réelle, mais la mise en scène est véritablement une fiction que j'appellerais carnavalesque, à savoir, est-ce que l'on peut donner une image d'une réversibilité, d'un renversement des places? C'est ça le carnaval. Réorienter le regard qui accueille le rêve, un horizon possible, celui d'une... soit de femmes qui peuvent être comme des Amazones, hein, se conduire comme des mecs, comme des hommes, et avoir la même liberté avec un régime assez paisible, hein, beaucoup plus fixé, des images, qui accueille l'horizon d'une libération, d'une émancipation, l'horizon d'une émancipation. Donc, c'est une hospitalité déjà qui a une énergie, je dirais, idéologique, une énergie résistante, une énergie militante. Hein. D'abord parce que Randa est elle-même une femme, et même dans les essais de séduction aussi, c'est pareil. En tant que femme, elle est présente nécessairement dans ces mises en scène, dans cette théâtralisation. Là aussi, d'ailleurs, il y a des tableaux qui ressemblent un peu à la façon dont Édouard Hopper peut saisir des situations sociales qui se figent, qui se fixent. Mais là, la fixation se fait sur un horizon que j'appellerais carnavalesque. Et c'est un autre régime d'hospitalité. Il est très intéressant parce qu'il introduit déjà, à travers le possible, le régime de la fiction. Le troisième type d'hospitalité, c'est celui que j'appellerais qui concerne non plus les filles et les garçons, mais les hommes et les femmes, nous tous. Voilà. Et dans lequel la zone visuelle qui est construite par le travail de Randa est dans une pulsation continuelle entre le réel et la fiction. Je prendrai deux exemples, je ne sais pas ce qu'elle choisira de montrer à titre d'illustration pour ceux qui n'ont pas vu son travail, mais dans la mesure où on peut avoir accès à son œuvre par Internet, vous pourrez voir ce dont je parle sans difficulté. Ce sont deux films, l'un qui s'appelle Bab Septa et un autre qui s'appelle Stand-by Office. Bab Septa est un film où on voit les fameuses femmes, les femmes mulées, hein, ces femmes mulées à la frontière, dans un endroit très étrange, un endroit qui est déjà lui-même à la fois de l'ordre du réel et de la fiction. Parce que l'enclave espagnole de Ceuta, de Bab Ceuta, qui est au Maroc, crée une sorte de présence de l'Europe sur le continent africain. C'est déjà, je dirais que administrativement, on est dans un lieu où la frontière, un lieu frontalier, puisqu'il s'agit de filmer des contrebandiers qui vont du Maroc à l'Espagne et de l'Espagne au Maroc sans quitter le Maroc et sans jamais aller en Espagne.
mais dans un va-et-vient totalement fictif, presque irréel, où des corps réels, les femmes mulées sont bien réelles, et malgré tout, Randa ne les a pas filmés sur le fait, mais elle est allée dans l'endroit réel de ce va-et-vient frontalier et qui est déjà un régime imaginaire. Elle a fait jouer, c'est-à-dire elle a mis en scène véritablement comme une femme de théâtre. Elle a fait jouer, et elle a suivi des mouvements, créé des zooms. Elle a fait tout un travail d'organisation du regard au sol, en contre-plongée, en plongée, pardon, excusez-moi, en plongée. Il y a tout un travail, et pendant tout ce film, qui est assez court, mais qui est remarquable, et on voit ces hommes et ces femmes qui font la queue dans un sens et dans l'autre avec des ballots, et qu'il y a une valeur, je dirais, picturale, plastique, extrêmement intéressante. Hein. Il y a une certaine beauté chorégraphique de ces mouvements de foule qui sont énigmatiques, avec la police et les femmes mulées, les hommes couchés ou debout, les queues, les embouteillages de gens, les ballots. Et là, il y a véritablement une scénographie, une dramaturgie créée, fictive, théâtralisée, qui crée appelle un tout autre régime de l'hospitalité, qui est celui de nous demander d'accueillir ou de nous poser la question de notre capacité d'accueil dans un monde, alors là, dont elle a filmé très directement l'absurde inhospitalité. Les débuts d'une bureaucratie quasiment comique, si elle n'était faite de ballots, de fardeaux, d'encombrements, d'embouteillages, et de tout ce contre quoi vient se heurter ceux qui ont envie ici de pain, ici de nourriture, ici de chiffon, ici de vêtements. Enfin, ça va dans tous les sens. Et il arrive même que ce soit des corps qui passent clandestinement d'un monde à un autre sans d'ailleurs quitter le même monde. Donc on a là une mise en scène extrêmement chargée et je dirais c'est beaucoup plus dialectique, beaucoup plus dialectique que dans les cas précédents que je viens d'évoquer. Dialectique au sens où il y a cette pulsation entre le réel et la fiction, et où ce qui est demandé aux spectateurs, c'est d'accepter le trouble, une sorte de trouble profond sur le sens de ces mouvements ou le caractère insensé de ces empêchements de bouger. Et elle a ajouté d'ailleurs à ce scénario les schémas, à la fois de montrer les schémas qu'un architecte ou quelqu'un qui fait un plan peut dessiner sur un croquis pour montrer les zones, les passages, les chicanes, les contrôles, etc. Et puis la façon dont des dessins faits à la main viennent tout d'un coup inscrire le mouvement des corps, une sorte de réel, ce qui fait que la mise en scène totalement fictive s'accompagne malgré tout de cette schématisation des déplacements réels et compliqués, de ces stratégies du déplacement qui sont tout à fait une sorte de chorégraphie qui est aussi carnavalesque dans la mesure où on passe d'un endroit à un autre, il y a des réversibilités incompréhensibles, mais où on est confronté à l'absurdité bureaucratique de monde factice, totalement factice. Et
ce film, je le rapproche aussi, alors là, de ce qui a été filmé à Amsterdam, alors avec des émigrés. Alors là, on a quitté le Maroc, on a quitté les lieux de partage pour se trouver là où l'émigré arrive. Et là, elle a fait un coup assez remarquable, dont d'ailleurs Sébastien Thierry, qui est le créateur du Pérou que tu as évoqué tout à l'heure, hein, a fait état aussi de ce film qui l'a beaucoup intéressé, parce que Randa a habillé des émigrés. On sait comment ils arrivent, hein, dans la misère, le dénuement, la difficulté. Elle les a habillés en costard, cravate, comme des jeunes cadres supérieurs, et elle les a filmés dans des lieux tout à fait, je dirais, des bureaux, des lieux de transparence, de passage, de discussion, des lieux où on pourrait croire qu'ils jouissent de pouvoir et d'une liberté qu'ils n'ont évidemment pas. Une espèce de parodie, hein, de l'hospitalité, par un renversement carnavalesque, là aussi, des positions. Et donc, c'est ce que j'appelle une dialectisation croissante des régimes d'inhospitalité. Donc, il y a là quelque chose qui est plus incisif, hein, bien moins tendre et bien moins plastique ou complice que quand il s'agit des garçons et des filles, où là, on sent qu'elles pouvaient partager. Tandis que là, dans ce troisième régime d'hospitalité, il est beaucoup plus question de l'organisation occidentale européenne de l'inhospitalité, puisque même quand l'Europe a une petite enclave dans un pays africain, du fait que c'est l'Europe, on met en place déjà le régime de l'expulsion de la difficulté et de l'embarras. Donc, je voulais parler de cette œuvre pour dire à quel point je la trouve inspirante pour justement d'abord montrer qu'il n'y a pas la question de l'hospitalité avec une majuscule, mais des régimes extrêmement délicats et variables et instables de l'hospitalité et de l'inhospitalité qui nous demandent désormais à notre tour de moduler nous-mêmes, de construire dans la modulation la portée de nos regards, la façon d'accepter de rendre visible ou invisible, effacée ou ineffaçable la présence de tout autre, et que l'hospitalité de l'image convoque l'hospitalité du regard. Et cette hospitalité du regard, que je relie d'ailleurs beaucoup à la question de la décolonisation, hein. Décoloniser le regard, c'est précisément construire une hospitalité du regard qui est, dont seuls les artistes qui font des images nous aident à comprendre les régimes et les registres de transformation possible, de modulation, de renversement, en créant soit chez nous soit de la tendresse, soit de la résistance et de la révolte, soit l'urgence, comme dirait Groucho Marx, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, hein? How do I do what? Si ça ne va pas, alors face à cela, qu'allons-nous faire? Alors c'est ça, j'adresse cette petite analyse de quelques œuvres à ceux qui la connaissent, à ceux qui vont la voir, et puis surtout à Randa aujourd'hui, pour d'abord lui demander si ma façon d'accueillir ces images lui paraît pertinente ou bizarre, et si elle veut bien, si elle accepte que nous entrions en dialogue sur cet accueil que je fais à son œuvre et aux réserves qu'elle peut avoir, ou au contraire, au prolongement qu'elle pourrait lui donner. Merci beaucoup, Marie-Josée.
pour cette présentation, cette introduction au sujet et à Randa. Comme c'était prévu, avant de lui passer la parole, je vais te présenter Randa. Randa, elle est une artiste née en 1987 à Casablanca. Elle vit actuellement à Paris. Elle est diplômée de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan et de l'École supérieure des beaux-arts d'Angers. Elle a aussi suivi des études au Frénois, Studio national des arts contemporains à Tourcoing. En 2017, elle a été artiste en résidence à la Casa de Velázquez, l'Académie de France à Madrid, où elle a notamment réalisé son projet Bab Septa, dont on vient de parler. Marie-Josée vient de le présenter et on va l'évoquer tout à l'heure. Randa développe un travail qui évolue entre la vidéo, comme on a vu, la vidéo et le cinéma, la performance et la photographie. Et ses œuvres, elles ont été présentées, entre autres, à la Biennale de Marrakech, les rencontres de photographie de Bamako, musée d'art contemporain de MoMA à New York, les festivals internationaux de films de Rotterdam, la Biennale de Sharjah, la Biennale de Mercosul à Porto Alegre. Et elle prépare actuellement une exposition monographique au Centre d'art contemporain Chano à Clamart, qui ouvrira ses portes normalement en mars prochain, j'espère, n'est-ce pas, Randa? Alors, elle s'intéresse, je ne vais pas rebondir, hein, mais elle s'intéresse aux mises en scène des corps dans l'espace public, hein, public ou intime, une démarche souvent politique qui revendique une ambiguïté pour questionner le statut des images et les limites de la représentation. Merci beaucoup, Randa. Je sais que tu vas parler des pièces et tu vas nous montrer des extraits des pièces qui ont été traitées par Marie-Josée. De toute façon, si vous allez au site de l'école et à la présentation de ces séminaires, Randa nous a donné la permission et nous a permis de poster, de publier des teasers, donc des petits extraits de toutes les pièces qui ont été mentionnées par Marie-Josée. Donc, vous pouvez avoir un aperçu de ces œuvres. Et je te passe la parole, Randa. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir. Merci, Martha Pansa, pour cette présentation. Merci à toute l'équipe de l'école de la photo de Arles pour cette invitation. Je suis très honorée d'intervenir auprès de Marie-Josée Mandzin pour une deuxième fois et merci à elle pour cette très belle lecture. Je vais vous parler d'une sélection de 3 œuvres plutôt et peut-être très rapidement de Stand-by Office que Marie-Josée Mandzin avait évoqué. Juste une précision pour ce film, c'est un film qui a été tourné dans une mairie dans la banlieue d'Amsterdam. Voilà, enfin, je m'intéresse, comme vous l'avez dit, dans ma démarche à la mise en scène des corps dans l'espace public ou intime, toujours avec une approche qui est influencée par des questions sociales et politiques. Je questionne le territoire, ses limites et les façons qu'ont les êtres humains de l'investir. Mon travail se situe quelque part entre la fiction et le documentaire. Et chacun de mes projets est lié à un territoire, mais transposable à d'autres. Il est lié aussi à une rencontre avec un lieu, un espace commun, des individus. Le point commun de tous ces projets est toujours la question de la mise en scène des corps dans des espaces. Et je tente de montrer ce que ces espaces réels ou symboliques font au corps. Donc, je vais parler du film Le Parc. Donc, Le Parc, c'est un film que j'ai réalisé en 2015, où il y avait une sorte de mode au Maroc d'images, mais pas que au Maroc, parce que finalement, je suis tombée sur le même type d'images de jeunes gens en Russie. Des jeunes gens qui posaient avec des armes dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc, ils partageaient des selfies. Et suite à cela, en tout cas au Maroc, les autorités ont commencé à faire du contrôle aux faciès, donc dans l'espace public, et d'arrêter des personnes pour savoir si elles étaient réellement violentes ou pas. Et ce qui m'a intéressée dans ces images de cette mode-là, c'est son pouvoir. C'est-à-dire comment
une image qui peut être interprétée sous différents angles a pris cette place et a poussé les autorités d'enquêter. Donc, à travers cette proposition artistique de ce film Le Parc, je voulais qu'on puisse accéder au hors-champ de ces images. Pouvoir avoir accès à différents points de vue, à différents points de corps. Pouvoir avoir différents champs d'interprétation possibles. J'ai donc imaginé un espace parallèle à celui d'Internet, que ça soit plutôt un espace physique et non virtuel. Et dans un premier temps, un parc d'attractions abandonné, pour moi, est arrivé d'une manière assez peut-être naïve ou d'une manière métaphorique, mais par la suite, prenait tout son sens quand j'ai commencé le travail de repérage et que j'ai rencontré les jeunes qui occupaient ce parc. Pardon. Donc, le parc Yasmina, c'est un parc qui se trouve dans le centre-ville de Casablanca, qui a été démoli après le tournage. Et c'était l'un des seuls parcs d'attractions dans le centre-ville de la ville, dans le centre de la ville. Il a été fermé au public il y a plus d'une dizaine d'années et il est resté à l'abandon. Et les personnages qu'on voit dans le film Le Parc, donc il y a une partie qui squattait le parc, donc il y a un personnage qui s'appelle Ryan, qui vivait juste après la fermeture du parc là-bas, sur place. Il était gardien et puis par la suite, il a occupé un petit lieu. Il y avait des personnes qui squattaient certains lieux de ce parc-là et d'autres qui étaient juste de passage pour rencontrer leurs amis, passer du temps ensemble, écouter de la musique, fumer, boire, etc. Donc, c'était dans ce contexte-là où le film Le Parc a été tourné. Ensuite, je vais passer à la série Les Intruses. Donc, une série sur laquelle je suis toujours en train de travailler et qui a été... l'idée de cette série, elle a commencé à Barbès d'abord. Quand je prenais la ligne du métro, la ligne 2, pour un job alimentaire. Et en règle générale, je suis très attirée par la foule. C'est quelque chose qui me fascine, d'avoir des humains, que je sois entourée d'humains, avoir une foule autour de nous, ça me rassure. Et en tout cas, en passant par ce lieu-là, par ce décor que j'appellerais décor, j'ai remarqué la présence que dans cette foule, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et que je me suis dit, pourquoi pas faire une performance avec des copines ou des amies, d'autres femmes, ou bien faire une sorte de sit-in et aller pointer là-bas la veille ou bien les moments où il y a plus de passage d'hommes que de femmes et voir ce que cela pourrait donner. Et petit à petit, je me suis dit qu'il fallait documenter cet acte, cette action. Et évidemment, j'ai pensé à la photographie, à la vidéo. Donc, le projet ne s'est pas fait dans un premier temps à Barbès, mais il s'est fait à Bruxelles. Donc, c'est cette photographie intitulée Place Houart, qui a été prise dans un café fréquenté majoritairement, voire uniquement par des hommes. Où j'ai fait appel pour cette photographie, j'ai fait appel à des comédiennes qui ont pris place le temps du tournage, qui ont occupé ce lieu-là le temps de la mise en scène. Voilà, j'ai essayé de choisir certaines parties de l'espace public où la jante féminine est quasiment invisible. Et pour moi, en inversant ces rôles, cette situation propose de reconsidérer les modalités du rapport à l'autre par une intervention engageant un échange direct avec le public et invite à avoir une perception nouvelle du paysage urbain actuel. Donc, Les Intruses, c'est un projet qui vient d'abord interroger le partage de l'espace commun entre les genres. Au-delà d'une dénonciation, pour moi, c'est un acte. Et comme je disais, c'est un projet sur lequel
je continue à travailler dans plusieurs contextes et pays. Pour la version Barbès, donc ça a été, c'est un projet qui a été réalisé, produit par l'Institut des cultures d'islam et réalisé dans le cadre de l'appel à projet de la ville de Paris, Embellir Paris. Et donc, chaque projet devait s'inscrire dans un arrondissement. Et pour moi, c'était parfait parce que c'était un projet que j'avais depuis très longtemps et que ça rentrait vraiment dans l'appel à projet. Et les lieux choisis étaient des lieux, d'abord, il y a la fréquentation, oui, des hommes, mais c'est surtout aussi les décors qui m'intéressaient. À la sortie du métro, ce restaurant-là, une sandwicherie, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Où tout à l'heure, Marie-Josée a parlé de zones, donc c'est des zones d'occupation, comme ça, occupées plutôt par des hommes. Elles ne sont pas interdites aux femmes, heureusement, mais c'est juste qu'elles sont fréquentées beaucoup plus par des hommes que par des femmes. Ensuite, je vais passer au film Bab Septa. Donc, je vais parler de la photographie qui fait partie de ce projet de Bab Septa, car Bab Septa, et il y a le film qui est la pièce, on va dire, centrale de ce projet autour de la frontière, mais comme je n'ai pas pu tout mettre dans ce film, j'avais beaucoup de matière, donc, notamment les photographies dont Marie-Josée a parlé tout à l'heure, donc la série de cyanotype d'Iwana, cette photographie qui est une série de 3 photos, en effet, et d'autres projets en parallèle. Donc, Bab Septa, je vais parler très rapidement de Nabila et Keltoum, ces 2 femmes qui travaillent à la frontière, donc des femmes porteuses de marchandises à la frontière de Ceuta, qui ont été pour moi vraiment c'était la rencontre qui a, à travers elle, j'ai pu comprendre un peu le mode d'emploi de la frontière. Comment ça se passe à la frontière. Et donc, c'est grâce à elle aussi, donc je les ai photographiées en 2015 et le film a été tourné en 2018. Et donc, entre 2015 et 2018, où j'avais passé beaucoup de temps chez elle, avec elle, et qui m'ont aussi beaucoup aidé à la préparation, à la production du film. Donc, Bab Septa, le film est une suite de reconstitutions de situations observées à la frontière de Ceuta. Ceuta, comme Marie-Josée l'a dit tout à l'heure, est une enclave espagnole sur le territoire marocain, donc un petit bout d'Europe en Afrique, où j'avais passé beaucoup de temps à faire des allers-retours afin d'observer ce qu'on peut appeler le balai des individus qui l'occupent. Le territoire de Ceuta il est très particulier parce qu'il génère des rapports humains hors du commun. Il y a une perte de repères, une folie de l'espace. Et ma volonté avec le film était de retranscrire ces tensions si particulières ressenties sur ce petit bout de territoire qui sépare l'Afrique finalement de l'Europe. Et mon intention était de transcrire un état du monde plus général. Il y a une partie un peu anecdotique, je vais rapidement en parler, c'est que comment je suis arrivée à ce territoire-là. En effet, mon père était inspecteur des douanes jusqu'à la fin des années 90 et il a travaillé surtout dans des aéroports. Et plusieurs membres de ma famille maternelle viennent du Nord et travaillent dans l'import, l'export, la douane, la frontière de Ceuta. Et il nous est déjà arrivé de consommer de la marchandise de saisie douanière en provenance de Ceuta. Donc c'est un univers qui m'est vraiment assez familier. Et ensuite, j'ai vécu plusieurs années dans la région de Tétouan et étudié 4 années à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, et où j'ai été toujours remarquée par l'influence espagnole de cette région quasi omniprésente que l'on trouve dans le dialecte régional, dans le mode de vie,
mais particulièrement dans la culture de consommation. Et en 2015, j'ai été invitée à séjourner à la résidence Trinquet, sous l'invitation de Bérénice Saliou, où j'ai passé ces 3 semaines à faire des allers-retours à pied et en voiture afin de regarder ce qui se passait. Et suite à cette expérience d'observation, j'ai considéré le poste frontière comme une scène de théâtre. Une scène de théâtre où j'ai mis en scène des acteurs et des actrices qui rejouent leur partition le plus fidèlement possible, reproduisant gestes, postures et attitudes quotidiennes. Donc, ce choix-là de scène de théâtre est lié aussi au fait qu'il est interdit de prendre des images à la frontière. En tout cas, des images comme je le souhaitais. Donc, j'ai fait le choix d'envisager ce projet sous un angle un peu plus, entre guillemets, conceptuel. Le film, il est entièrement tourné dans un studio à Azla, donc un petit village pas loin de Tétouan, dans une ancienne usine de mortadelles, et avec un choix de points de vue, donc 2 différents points de vue, un point de vue zénital et un point de vue frontal. Et évidemment, avec de vraies personnes qui travaillent réellement à la frontière, ainsi que des locaux qui venaient du village d'Azla. Il y avait cette contrainte d'interdiction de filmer, mais que finalement, pour moi, était m'intéressait parce que l'idée de choisir un studio et de supprimer toute cette frontière, tout ce décor, me permettait aussi de donner aux travailleurs une importance qu'ils ont beaucoup moins dans le vrai paysage. Et pour ce qui est des choix des points de vue, il me semblait important et adéquat et plus juste pour analyser, ou en tout cas regarder un film ou analyser un sujet lié à la séparation de 2 territoires. C'est un point de vue zénital, c'est aussi ce qui nous permet, quand on regarde une carte, de savoir qui appartient à qui, en fait, enfin, où se trouvent les frontières de chaque pays, pas forcément que des pays. Donc, ce qui permet aussi de se rendre compte de la dimension cartographique de ce projet. Ça peut rappeler aussi l'architecture, la topographie, mais aussi la surveillance. Et les images, donc là ça c'est un type d'image où on est sur du zénital. Et les images qui sont plutôt frontaux, pour moi, ça permettait aussi d'obtenir une finesse des détails et des situations, mais surtout, laisser place à la figure humaine. Je vais dire 2 petites phrases d'un anthropologue qui s'appelle Marco Toshilovac, avec qui Marie-Josée, on avait fait on a eu la rencontre à Viva Villa à Marseille. Il disait que nous sommes nombreux à aborder la spectacularisation de la frontière. Lorsqu'une frontière internationale est matérialisée par d'importantes barrières frontalières, par exemple, la question de son efficacité symbolique se pose avec force. La frontière produit alors un spectacle permanent dans lequel l'État met en scène la souveraineté qu'il exerce sur un territoire. Et pour revenir encore à la question de la théâtralité, je trouve, en tout cas dans l'ensemble de mon travail, passer par la mise en scène et ne pas traiter ce type de sujet d'une manière frontale me permet d'avoir un peu plus de liberté à la fois et puis de pouvoir questionner le statut finalement de ces images. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Randa, pour ta présentation. Pour avoir partagé avec nous les 3 projets. Merci. Que nous avions discuté, qui portent sur ces sujets, qui pourraient porter sur ces sujets de l'hospitalité ou l'inhospitalité.
Avant de poursuivre, je voudrais savoir si Marie-Josée voudrait rebondir sur la présentation de Randa. Non, je veux dire, je suis contente que Randa ait pu préciser, je dirais, les conditions dans lesquelles elle a opéré et la façon dont elle a opéré dans ces conditions. Pour revenir à la question de l'hospitalité, c'est vrai que son travail, dont je dis qu'il est au fil du temps de plus en plus dialectique, enfin de plus en plus pris dans des tensions contradictoires qui sont celles même de la situation de l'Europe à l'égard de l'émigration. Et oui, c'est ça. Donc, la question de l'hospitalité et de l'inhospitalité devient notre question politique et elle a précisé par les conditions dans lesquelles elle a travaillé, elle a renforcé, disons, le régime politique de ses gestes. Hein. Et ce sont des gestes qui font quelque chose, hein, puisque vous demandez comment ça va et que Groucho Marx dit comment donc on fait pour aller, comment fait-on pour aller. La question de la frontière est véritablement la question que nous partageons tous aujourd'hui. Hein, c'est pas seulement la frontière entre des pays, c'est la frontière entre des corps. C'est la frontière, c'est la question des voisinages, c'est la question des proximités. Savoir si, par exemple, quand elle utilise le zénital, comme elle dit, enfin oui, la plongée zénitale, pour avoir le sentiment d'une plus grande liberté, en même temps, elle nous fait voir la cartographie d'un emprisonnement, d'une carcéralisation des foules qui sont prises comme ça entre des chicanes. Bon, il faut voir le film, mais qui sont comme ça agglutinées dans une sorte d'embouteillage des corps. On sent qu'ils sont pressés les uns contre les autres et en même temps, il n'y a aucune véritable proximité. Et il n'y a plus que les images que l'on peut donner du caractère tragicomique de ces situations. Il n'y a plus que le geste d'art qui peut faire circuler un peu d'air et de dialectique et de possibilité d'agir sur ces situations. Elle n'a pas eu le temps sans doute de reprendre aussi le stand-by office, c'est-à-dire le moment où les émigrés sont en costard, enfin en costume cravate, c'est-à-dire où une fois de plus le renversement, la frontière là, elle est interne. Hein, c'est la frontière infranchissable qui sépare l'émigré qui arrive du monde qui va ou non l'accueillir, qui de toute façon ne l'accueillera pas, sauf en un autre, hein, de se travestir. Et les montant leur travestissement, elles montrent l'hypocrisie du système, c'est-à-dire la dimension parodique d'une fausse hospitalité ou la dimension réelle de l'inhospitalité. Et je crois que il y a comme ça des gestes efficaces, performatifs. Elle n'est pas seulement dans la performance, mais elle rend l'image performative, c'est-à-dire que c'est l'image qui fait quelque chose et qui va créer chez le spectateur un trouble qu'on espère actif, en tous les cas une interrogation politique. Et je pense que par rapport à la question de l'image, bien sûr, on n'aura pas le temps d'en débattre aujourd'hui, mais je veux juste évoquer, puisque nous sommes pris en France ces jours-ci dans une tourmente concernant les images, c'est-à-dire que d'une part, on nous dit que des images doivent être infiniment permises sans censure ni
ni contrôle, parce qu'il s'agit des valeurs fondamentales de la République qui accueillent toutes les images et que les images peuvent accueillir elles-mêmes n'importe quoi, à ceci près que quand il s'agit des images du pouvoir, tout d'un coup, la censure se remet en place et les belles valeurs de la République qui libéraient les caricaturistes et tout le monde, enfin tout le monde producteur d'images, les libérer au nom de la liberté d'expression et de création, à ceci près que les images du pouvoir, la domination a le droit de contrôler et d'interdire toute reconnaissance et toute incrimination à travers les images. Donc, par rapport à la question de l'hospitalité et de l'inhospitalité, je pense justement que les images de Rwanda qui, dont je dis qu'elles deviennent au fil du temps de plus en plus dialectiques, nous permettent de toucher les contradictions, l'absurdité contradictoire et les abus de la domination par des mises en scène qui nous mettent en mouvement, qui nous mettent en mouvement. Et donc, je pense qu'elle va continuer son travail, elle va trouver encore d'autres situations, d'autres scénographies et d'autres façons de nous faire sentir à la fois la légitimité d'une exigence de liberté par les images et dans les images, et en même temps la nécessité de lutter contre le contrôle policier des images. Dans Parc, de toutes les façons, elle l'évoquait en disant qu'il y avait un essai de contrôle sur les réseaux sociaux et l'usage des images à travers des populations qu'on était à deux doigts d'incriminer pour faire des images qui étaient pourtant des fictions. Enfin, donc, on sent l'espèce de le trouble du pouvoir qui amène des contradictions et des solutions policières, et le trouble de spectateurs qui, au contraire, met en marche une démarche politique et un accueil fait à tout autre. C'est ça que je veux dire. Merci. Moi, j'ai quelques questions pour vous deux. Justement, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, et cette question aussi de la décolonisation de l'imaginaire, tu parlais dans ton dernier ouvrage, Cas comme colonie, qu'une des façons pour nous débarrasser nos regards et nos mots de l'emprise de ces croyances hégémoniques, des abus de la domination, tu proposais la voie artistique, la fiction, l'invention, ce que tu disais aussi, l'art de la fugue, inventer des Russes. Et il me semble que justement le travail de Randa nous propose un peu ça, en faisant ces petits détournements, ces mises en scène, petites ou grandes, et nous fait nous détacher, prendre un peu la distance critique face à des images qui peuvent nous paraître très quotidiennes ou très proches de ce qu'on regarde tous les jours ou régulièrement, mais où il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui nous interpelle et qui nous questionne. Randa, je voudrais te poser une question assez concrète par rapport à Bab Septa, qui m'interroge et voilà, je voudrais savoir un peu plus. Tu nous as parlé de comment tu as produit la pièce, que tu as reconstitué des scènes réelles. Mais il y a une voix off, il y a une voix qui nous raconte ou qui ajoute des informations, qui parle en première personne. Plusieurs voix, pas une seule voix dans cette vidéo. Et je voudrais, si tu veux bien, m'en dire un peu plus. Qui est cette voix? Parce qu'à un moment donné, je croyais que c'était toi, parce qu'on parle de dessiner. À d'autres moments, je crois que c'est la propre caméra et le dispositif de captation qui est en train de parler. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui. Alors, la voix, il y a différentes couches de voix. Donc, il y a la voix documentaire, il y a une voix de l'ordre de la fiction, et il y a une voix qui est entre les deux.
Donc, toutes les interviews, c'était des interviews avec les femmes et les hommes qui travaillent dans la contrebande. Il y a une voix d'un ancien douanier qui est le beau-père de mon frère et qui me raconte. Enfin, j'ai écrit un texte que j'ai trouvé sur les médias, sur une chaîne YouTube. C'est une interview avec un policier. Et donc, il a commencé à jouer ce texte. Et puis, à un moment, il commence à me parler de de son expérience à la frontière de Melilla. Et par la suite, j'ai fait un travail de montage. Donc, il y a vraiment son témoignage, mais il y a aussi un texte écrit. Pour la voix espagnole, c'est une voix où je voulais une narratrice. Je voulais que ça soit une femme et que ça soit, quand on se demande si à un moment, si elle fait partie des autorités espagnoles. Déjà, elle parle espagnol, donc on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils nous envoient des militaires en renfort. Ici, on est à 3 km de la frontière. Du coup, on ne sait pas si on est au Maroc ou si on est en Espagne. C'est une voix que je voulais un peu lui donner un statut fragile. Pourquoi fragile? Parce qu'au début, on a l'impression que c'est une personne qui est du côté des autorités. Mais à un moment, elle dit que ça fait 13 ans, ça fait plus de 13 ans que je travaille ici, mais moi-même, je suis perdue. Je voulais lui donner quelque chose assez que finalement, elle-même ne sait pas du tout, où elle est perdue dans ce fonctionnement-là. Et puis vers la fin, on la reprend parce qu'elle fait la boucle et elle parle, c'est ma propre voix parce que voilà, j'ai été contrôlée à la frontière parce qu'on me demandait ce que je dessinais et moi je dessinais en fait parce que je ne pouvais pas prendre des photos. En tout cas, j'ai été arrêtée côté espagnol par la Guardia Civile et j'étais arrêtée côté marocain par la police marocaine. Donc, des deux côtés, ils voulaient savoir ce que je faisais sur place. Et comme je sais qu'une caméra fait peur et que de toute manière, il n'y avait pas moyen de sortir une caméra, j'ai commencé à dessiner, à écrire, mais ils s'interrogeaient. Mais je ne sais pas dessiner, donc ils ne comprenaient pas. Je dessinais des pages, j'écrivais costume bleu. Voilà, c'était mon carnet de notes où j'avais tout noté pour pouvoir me rappeler de tous les détails qui m'ont permis finalement de faire le film. Et donc, cette voix espagnole, elle change de statut à chaque fois. On ne sait pas si c'est les autorités espagnoles, les autorités marocaines. À la fois, elle parle de renforts et des militaires qui nous envoient. Donc, nous, on est qui? Enfin, c'est qui nous? Après, elle dit j'ai été arrêtée. Après, elle dit je suis perdue. Donc, voilà. Enfin, je voulais volontairement avoir un peu perdu dans le film. Oui, mais c'est une situation de confusion. Hein. Bonsoir Randa. Voilà, moi je me demandais comment tu arrivais dans un contexte, enfin je sais pas vraiment de quand date tes travaux, enfin j'ai pas eu de date, mais je me demandais comment tu faisais pour convaincre les gens d'être pris en photo. Enfin, comment ça se passe au niveau de la rencontre avec les gens? Comment tu fais pour les rencontrer? Enfin, ça m'intéresse, voilà. Ok, bonsoir Juliette. Alors, je ne sors jamais de caméra, vraiment, que ce soit pour le parc, pour Stand-by Office, pour Bab Septa. Les intrus, c'est un peu plus particulier parce que c'est un appel à casting et c'est différent, quoique, même si pendant les repérages, je ne sors jamais ma caméra. Donc, avec un téléphone, peut-être très discrètement pour des repérages, mais jamais je ne filme des gens. Avant de créer un lien de confiance. Pour Bab Septa, entre 2015 et 2018, j'ai passé beaucoup de temps à discuter finalement avec les gens, à
à créer un rapport de confiance et à ce qu'il soit... parce que l'écriture du film, j'ai observé, mais il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès. Par exemple, le passage à travers des contrebandiers et contrebandières par un tunnel. En tant qu'individu lambda, touriste ou quoi, on ne peut pas accéder à ce tunnel. Le parc, pareil, j'ai passé pratiquement 2 mois à juste discuter avec les jeunes, regarder des films. Enfin, je leur montre mes films, ce que j'ai fait avant. Je leur montre des images, on discute. Je demande s'il est possible de les enregistrer. Donc, il y a beaucoup de sons qui s'enregistrent avant la fabrication du film. Et pour Standby Office, pareil, c'était 3 mois à Amsterdam où je passais du temps à discuter. Finalement, pas... Au début, je suis claire, donc je dis que je suis là pour faire un film et que je vais partir après le film. Donc, j'essaie vraiment d'être claire et que ce film ne sera pas un film qui ne s'attende pas à quelque chose Enfin, pour le parc, ils étaient déçus après le tournage parce qu'ils voulaient de l'action. Bon, après, je me suis rendue sur place pour faire un autre film pour eux, mais j'essaie vraiment d'être transparente et puis de passer du temps et d'avoir ce rapport de confiance. Et s'il n'est pas là, je ne peux pas sortir ma caméra. D'accord, merci beaucoup. Bon, je voulais te poser une question, Randa, mais en fait, c'est une question pour le 2, pour Randa et Marie-Josée, parce que, en fait, je ne sais pas si on en a parlé, mais si, on l'a évoqué, que ces images, tes vidéos, ils ont une sorte d'énergie politique qui génère de l'émotion. Et la première fois que j'ai vu le film de Bab Septa, j'étais avec toi, je pense, où je l'ai vu, on en a parlé. Et moi, j'étais très émue parce que vraiment, c'est une mise en scène, mais qui provoque une mise en scène de quelque chose qu'effectivement, on voit très, très souvent, surtout en Espagne, dans le média, et que n'avait jamais fait cet effet tellement fort à moi. Et je me suis dit, c'est une question, est-ce que si tu aurais fait un film documentaire sur cette frontière, documentaire dans le sens de saisir la réalité, point barre, avec tout en editing et tout, mais sans cette mise en scène théâtrale, performative, etc., est-ce que tu penses que tu aurais réussi aussi à provoquer cet état d'impact ou d'émotion? Je ne suis pas sûre parce qu'il y a suffisamment d'images, on va dire, de reportages et documentaires sur le net. On tape juste Bab Septa sur YouTube, on a toutes les images violentes possibles. On a même un passage à la frontière d'un corps, d'un cadavre. On a toutes les images possibles, violentes et autres, et qui aussi provoquent de l'émotion. Mais avant tout, à travers la mise en scène, c'est aussi des choix de... Bien sûr, il y a une esthétique derrière, parce que je reste artiste visuel, mais je ne pense pas que j'aurai... en tout cas, que le film sera abouti, ou qui sera de la même manière que dans un studio. Comme je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, il y a la question du paysage qui prend assez de place dans l'image et que le fait de décontextualiser et de supprimer toute cette architecture et tous ces éléments que garder uniquement ces corps, j'ai l'impression que ça a donné plus de valeur, en tout cas, aux travailleurs. Et aussi, on reste concentré uniquement sur la gestuelle et sur ces corps, que finalement, la frontière physique elle est limitée, certes, mais conditionnée aussi par ces gestes-là en dehors de la frontière. Je veux dire, par exemple, ces corps-là, j'avais fait appel à des
personnes qui travaillent réellement à la frontière, parce que c'est gestuel, assez mécanique, qu'elles connaissent par cœur. Donc, qu'est-ce qui reste de cette frontière, en tout cas en fin de journée pour eux, c'est ce travail physique. Et je ne crois pas que déjà, je pense que je crois que je ne sais pas faire des films documentaires assez directs. Je crois, comme je suis aussi assez lente, je crois que j'ai besoin aussi de passer. Je ne dis pas que les gens du documentaire ne le feront pas du tout, mais je crois que j'ai besoin de passer par la fiction aussi pour raconter des choses. Enfin, moi, je voudrais ajouter justement, enfin, Martha Ponsat, pardon, Martha Ponsat l'a rappelé, puisque dans Cas comme Colonie, je organisais une sorte de plaidoyer pour la puissance de la fiction, pour donner une force politique à un geste d'art. C'est qu'effectivement, ce que fait Randa, ça n'est pas du photojournalisme. Elle n'a pas envie de transmettre une information. C'est pas de la communication, c'est pas de l'info. C'est la mise en scène, c'est la création d'une scène qui s'occupe non pas de simplement faire savoir ce qui se passe, mais de construire le regard de ceux à qui elle s'adresse. C'est de moi qu'elle attend la réponse. Je pense que les artistes, les gestes artistiques sont adressés. Dans la mesure où ils sont adressés, ils ne sont pas dans simplement la communication du faire savoir ou de l'informer, comme le fait un photojournaliste, mais de partager une question, de partager une interrogation, de mettre en scène un état de crise et de partager ce que j'appelle la dialectique des contradictions. Si on fait une info comme à la télévision, on va filmer ce qui se passe, et à la façon de le filmer, on saura, voilà, des gens passent d'un endroit à un autre, ils sont des contrebandiers, c'est normal, il y a des flics, etc. Or, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet du film Bab-Setta. Le sujet du film Bab-Setta, c'est de s'adresser à nous pour nous mettre nous-mêmes en présence de quelque chose qui nous demande si ça va ou si ça va pas. Et qu'est-ce que nous allons en faire de ça? C'était une réflexion sur l'accueil, la question du monde marchand, les énigmes écrasantes et carcérales de la bureaucratie des frontières, et que ce qui se passe pour les marchandises, il se passe aussi pour les corps ailleurs. C'est-à-dire que il y a à la fois du contrôle, de la clandestinité, de la subversion, et tout ça, c'est la fiction. Et si dans le cas comme Colonie, j'ai insisté sur la puissance de la fiction, c'est pour reprendre ce que nous devons, enfin, en tous les cas moi je le devais, mais je le partage avec vous tous, ce qu'on doit à Kafka, puisque je me suis appuyée sur l'œuvre de Kafka pour montrer à quel point il pouvait mettre en scène le pire, c'est-à-dire le monde bureaucratique, carcéral, l'énigme mortifère de la bureaucratie et de la justice, donc de l'injustice, de l'enfermement, mais par la fiction, c'est-à-dire en créant un imaginaire qui s'adresse à nous, en nous donnant le maximum de liberté pour déplacer notre regard, sans quoi nous allons nous identifier aux malheureux ou nous identifier aux flics. C'est ce que font dans le monde politique les gens de droite et de gauche qui disent on n'est pas content de ce qui se passe pour les pauvres, et les autres on est très content de ce qui se passe pour les flics, on n'est pas content de ce qu'on fait aux flics, etc. C'est pas ça la question. C'est pas de prendre parti, c'est d'aborder une situation globale, un système, une situation systémique par rapport à laquelle nous prenons une position qui est comment agir pour défaire la dimension systémique
de l'absurdité bureaucratique, de l'inhospitalité des frontières, de l'embouteillage, d'une mercantilisation absurde. Et je pense que ces femmes mulées, comme on les a appelées, hein, chargées comme ça, deviennent vraiment des icônes de cette absurdité. Et en plus, en tant que femmes, c'est elles qui portent tout. Voilà. Elles sont les porte-fées du système, écrasées et en même temps solidaires. Hein. Ce sont des corps qui n'ont pas peur de s'entraider, de se porter aide et soutien, d'être ensemble. Hein. Et je trouve tout ça très beau. Enfin, ces femmes font société dans une situation d'accablement, de charge lourde. Voilà. Et donc, c'est bien, moi, je trouve, de voir à la fois les intruses et les femmes mulées. C'est vraiment, les intruses sont celles qui vont décharger peut-être ces femmes de leur fardeau et prendre la place de ce qui bouge, de ce qui occupe la rue, de ce qui fait bouger les frontières et même transgresse les frontières qui séparent les hommes des femmes, les zones occupées par le pouvoir, de celles qui sont concédées aux plus pauvres. Voilà. C'est ça que je trouve très, très important dans cette œuvre. Vous êtes d'accord, Randa? Oui, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, il n'y a pas que des hommes, mais des femmes aussi à la frontière de Ceuta. Et en fait, les médias vont surtout mettre en avant. Enfin, il y a des hommes et des femmes. Après, c'est vrai que on va dire plus de femmes que d'hommes à la frontière, mais les médias vont jouer un peu plus sur cette question parfois de mettre juste en avant des femmes mulées ou de victimiser un peu les femmes mulées. Mais et pour revenir à la question de Martha, j'avais rencontré un journaliste qui, quand il a vu le film, il disait qu'il avait un contrat avec le public. Et je n'avais pas compris. Et en fait, le contrat, il faudrait communiquer en fait les bonnes informations avec transparence. On n'avait pas droit à l'erreur. Et je crois qu'avec la fiction, on peut se permettre aussi de pas faire des erreurs, mais d'imaginer des choses que j'aurais peut-être pas pu... en tout cas, je parle de ma manière de peut-être faire un documentaire. Parce que... voilà, non, je pense que la mise en scène me donne un peu plus de liberté finalement. Elle donne aussi aux spectateurs la liberté. C'est ça qui me paraît important. Moi aussi, j'ai plus de liberté que devant un reportage. Exactement, pour pouvoir aussi le lire comme vous le souhaitez, que si il y a une voix peut-être qui accompagne, ou je sais pas, ou un documentaire, je parle de quelque chose d'assez peut-être conventionnel, c'est classique. Il y a aussi de très beaux documentaires. Oui, parce que parfois, aujourd'hui, je me permets de dire qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui travaillent sur des stratégies documentaires qui sont justement, en plus, sur cette même frontière. Je pense qu'on va la rencontrer, Ursula Wiman, dans une prochaine rencontre de Ça va pas, et qui ont d'autres registres. Mais en fait, il s'agit soit documentaire, soit la fiction. Et je reprends le mot de Marie-Josée, d'organiser les regards. Je pense que c'est finalement peut-être une des tâches de l'artiste, si on peut parler des tâches de l'artiste, c'est organiser les regards, l'organiser pour soi-même et vis-à-vis des autres. Et je pense que là, c'est là peut-être l'hospitalité, parce qu'il y a une hospitalité qui
qui tient aussi à comment on donne à voir. Et je pense que ça, c'est, si on peut dire quelque chose de fort, je dirais, sur ton travail, et même sur le travail de Marie-Josée, c'est que vous donnez à voir et à penser autrement. Mais si tu veux, moi je dis toujours qu'on reconnaît une œuvre d'art à la liberté qu'elle donne à ceux à qui elle s'adresse. C'est pour moi le critère de l'art. C'est voilà, le degré de liberté qui est construit et donné à ceux à qui l'œuvre est adressée. Merci beaucoup à toutes les deux. Je ne sais pas s'il y aurait des questions ou juste des commentaires. Ah oui, il y a une question. Oui, en fait, j'ai pas vraiment une question, mais avant qu'on se quitte, j'aurais peut-être envie de partager aussi des sensations que j'ai eues, et je connaissais un petit peu les travaux de Randa, notamment la série des Intruses, mais on a aussi vu des travaux que je connaissais pas et que je suis très curieuse de voir. Et en fait, simplement, je pensais que par rapport à ce thème de l'hospitalité et le travail de Randa, même par rapport à tout ce qui était dit, il me semble qu'il y a une question centrale qui est celle de l'accès, qui est non seulement l'accès à ces images, et c'est l'accès au lieu. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les images de Randa nous font accéder, enfin que, en fait, à travers ces images, on peut accéder à des lieux autrement inaccessibles. Et que par rapport à ça, le recours à la mise en scène, c'est justement ça part beaucoup de toutes ces frontières qui existent, en fait, et des interdictions. Et donc, quand je suis devant ces mises en scène, j'ai un rapport beaucoup plus fort à l'idée de frontières, parce que, en fait, c'est des images qui existent en tant que mise en scène, justement parce que à la frontière, tu ne pouvais pas prendre d'image. Et donc, je pense que c'est aussi voilà, c'est fait de nous permettre d'accéder à quelque chose qui autrement serait invisible. Que j'ai un petit peu, que j'ai pensé pendant que tu présentais ton travail, et que personnellement j'ai beaucoup apprécié, et que ça fait aussi la différence avec les images médiatiques, journalistiques. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Merci Elena. Alors, donc, j'ai une question de Maëva qui dit d'abord un grand merci. Elle aimerait savoir si la reconstitution et la mise en scène de l'espace de la frontière permet de souligner l'absurdité d'une frontière physique, géographique, artificielle entre deux espaces. En tous les cas, moi, je peux répondre, puisque effectivement, je pense que c'est la dimension fictionnelle, le fait de la mise en scène, qui permet de donner sa dimension parodique à la frontière, à la bureaucratie, à l'organisation policière des foules et des passages. Et oui, bien sûr, la théâtralisation permet de saisir, de percevoir l'absurdité d'un système, pas simplement l'information sur un événement, mais l'absurdité du système qui soutient ces événements. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est la dimension fictive, c'est le fait du geste d'art qui donne le maximum de clarté à la dimension critique et politique, et le maximum de liberté, donc d'indétermination du jugement chez celui qui regarde. Donc de le mettre dans la confusion du monde nous met dans un trouble qui exige, pour plus de clarté, que nous prenions position par rapport à cela. Donc, vous l'avez perçu, et votre question finalement
n'est pas une question, enfin, elle est l'écho de la perception que vous avez eue de cette œuvre qui, par sa dimension fictionnelle, organise à la fois une intelligibilité du système et une liberté de l'action qui répondra à l'absurdité du système. Voilà, ça fait de nous des acteurs. À partir du moment où Randa fait jouer le réel, elle nous dit à vous de jouer ce que ce réel doit susciter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que j'entends votre réflexion et comme ça que j'y répondrai. Je ne sais pas comment Randa veut y répondre à son tour. Oui, tout à fait, absolument. Il y a une sorte d'absurdité dans cette frontière et pas que cette frontière. D'ailleurs, on le voit aussi dans comment a été gérée cette crise sanitaire avec plein de choses assez absurdes. Mais pour revenir à la frontière de Ceuta, ils avaient mis en place, c'était tout à fait absurde, ils avaient mis en place des gabarits. Et du moment que ta marchandise puisse passer à travers ce gabarit, c'est bon. Du moment que tu dépasses un peu, il faudrait revenir chez les hangars pour pouvoir diminuer ta marchandise. Voilà, il y avait un truc tout à fait absurde parce que finalement, la valeur aussi de ce qu'on porte, est-ce qu'on fait passer de la drogue ou est-ce qu'on fait passer du tissu ou bien du chocolat, du chocolat ou des Pringles, est-ce que... il y a vraiment des... Quand on observe un peu ce type à la frontière, ou aussi, ne serait-ce que le passage en tant que Marocaine lambda à passeport marocain, si j'habite, par exemple, à Tanger, il y a des questions, c'est qu'il me faut un visa soit Schengen ou un visa spécial Ceuta. Par contre, si je vis à Tétouan et dans les environs, j'ai besoin juste d'une carte d'identité avec le numéro de Tétouan et la région. Sauf ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'il y a eu ce trafic, les gens qui viennent du sud vont s'installer dans le nord pour avoir une carte d'identité avec le numéro de Tétouan ou bien des environs pour pouvoir accéder à Ceuta sans visa. Et voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette bureaucratie et dans le système qui sont tellement absurdes que, évidemment, ça, c'est quelque chose que j'avais aussi pris en compte dans le film et que je voulais, à des moments, l'appuyer un peu plus. Par exemple, quand de la Guardia Civile, les autorités, j'avais tout... Enfin, ils faisaient des pompes, ça, je les ai jamais pu faire des pompes à la frontière, mais voilà, je voulais aussi appuyer parfois des gestes un peu comme ça à la frontière qui, donc on peut imaginer, il faut faire des pompes pour rentrer ou j'en sais rien, mais en tout cas, appuyer cette absurdité dans le film et dans le passage. Pour pouvoir passer, il faudrait répondre à certains, il faut remplir, maintenant on ne le remplit plus, mais on remplissait un formulaire où à chaque fois, des gens s'amusent à mettre des métiers différents pour... du coup, à ce stade, je ne sais pas, ce formulaire, il a servi à quoi. Bon, maintenant, il n'est plus demandé à la frontière, mais voilà, il y a tout un type de protocole à suivre et d'où le mode d'emploi dont j'ai parlé de la frontière. Donc, quand elle me dessinait à la série Diwana, quand les femmes m'ont dessiné, les hommes ont dessiné ils dessinaient tous la même frontière, mais ils savaient qu'à tel moment, il faut s'asseoir, à tel moment, ça ouvre la frontière, entre 8h et midi. Bon, en fait, l'Espagne a décidé de fermer les portes parce qu'elle estime que cette frontière ne doit pas servir uniquement à des flux commerciaux. Et il faudrait attendre parfois 8 heures, parfois et donc, en fait, les 8 heures, les gens sont obligés de rester sur place, faire leurs besoins. Enfin, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Enfin, pendant des heures et des heures, sans traiter. Enfin,
voilà, attendre jusqu'à ce que un des deux décide d'ouvrir les portes pour sortir. Et puis, c'est là où il y a ce qu'ils appellent avalancha, donc cette avalanche, et c'est là où il y a des catastrophes, c'est que voilà, les gens se poussent et puis après, parfois, il y a des morts. Donc, il y a toute l'absurdité, elle est là, enfin, je veux dire, dans la manière de gérer cette frontière-là. En tout cas, je pense qu'il faut se donner un rendez-vous pour la prochaine fois. Et surtout, de remercier à Marie-Josée et à Randa pour cette conversation. C'est vraiment complexe aussi, hein, cette frontière entre le présentiel et le virtuel, entre la parole et les corps absents ou représentés. Mais en tout cas, c'était très riche, je trouve. Et aussi, merci Martha Ponsa pour cette proposition qui a été très, très, très intéressante et qui va continuer. Et aussi aux équipes de l'école, Lucille et Sarah, qui ont fait tout pour mettre en place cette conférence en ligne, et aussi à tous ceux qui ont participé. Merci Martha et Marie-Josée, Sarah. Ouais. Merci à tout le monde. Merci de votre présence. Voilà. À bientôt.